introduire ma conférence dont le titre est « Pour être plus juste, l'école doit servir sa mission fondamentale », je partirai de l'idée que l'injustice la plus grande qui peut émaner d'une institution comme l'école est qu'elle fasse autre chose qu'accomplir sa mission première de développement intellectuel et culturel. L'école est entravée dans sa mission parce qu'elle tend, dans son combat affiché contre les inégalités, à nier idéologiquement ou à méconnaître deux réalités, celle premièrement de la dynamique véritable du développement humain et deuxièmement celle de la diversité humaine. Nous avons été en Europe, mais tout particulièrement en France, le cœur de la pensée éducative occidentale. Nous l'avons fait vibrer depuis la scolastique médiévale à l'Université de Paris, au célèbre collège jésuite, qui comptait parmi eux certaines des écoles les plus prisées en Europe, aux grandes écoles créées par la Révolution, puis par Napoléon. Notre culture pédagogique était si solide que lors de la généralisation de l'éducation formelle par les lois Ferry, nous avons été en mesure de former d'excellents maîtres et de bâtir un enseignement élémentaire d'une qualité exemplaire. Cette culture pédagogique, centrée sur la formation rationnelle, a fait la force de notre système éducatif, lui a permis de rester performant alors même qu'il se laissait progressivement gagner par la politique en un sens réducteur et aveuglément par une conception quasi religieuse du rôle de l'école dans la société. Ces évolutions contemporaines donnent peu de prise à la critique. Les transformations constantes de notre système éducatif alimentent l'illusion de son adaptation aux besoins économiques et sociaux de notre temps. Les sciences humaines et sociales proposent à son sujet des diagnostics dominés par des partis pris largement convergents. Les idées les plus simplificatrices sont véhiculées quasiment à l'unisson par les médias. Elles relaient des antinomies factices qui font obstacle à toute réflexion ou débat. Je dirais que la récente réforme du collège me donne finalement tort, puisque nous avons quand même pu avoir observé que les médias ont relayé des idées qui n'étaient pas forcément dans l'air du temps. En tous les cas, on voit s'opposer de manière manichéenne savoir et compétences, formation par les disciplines et activités des élèves, enseignement traditionnel à enseignement moderne, etc. L'enquête PISA, qui propose un programme international d'évaluation des acquis des élèves de 15 ans dans les pays membres de l'OCDE et les pays partenaires, cautionne, loin de toute analyse approfondie, des idéaux éducatifs dans l'air du temps. À l'instar des agences de notation des pays ou des auteurs du classement de Shanghai, les experts et technocrates de l'OCDE s'arrogent le droit de noter nos institutions et donc celui d'en orienter les politiques. L'interprétation superficielle des résultats de PISA a trompé le public français. Je citerai 2 ou 3 idées fausses à cet égard. Tout d'abord, du point de vue des évaluations internationales, les contre-performances des élèves français sont des faits nouveaux, liés à un effondrement des plus scolairement fragiles. Depuis les premières évaluations PISA de 2000, d'où une idée d'un grand écart français entre les meilleurs et les moins bons, qui traduit en réalité des évolutions, conséquences manifestes des politiques menées dans les années 90, en particulier. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que PISA mesure des compétences de base et ne peut évaluer les hautes qualités développées par les systèmes éducatifs et leur évolution. Ce qui limite fortement les enseignements que l'on peut tirer de l'enquête concernant nos meilleurs élèves. Enfin, les pays scandinaves, donnés pour modèle, sont contre-performants à PISA si l'on tient compte des avantages socio-économiques moyens de leurs élèves. Hormis la Finlande, qui est en perte de vitesse et qui prépare mal ses élèves à la poursuite d'études supérieures,
C'est ce qu'observent les professeurs de mathématiques de l'enseignement supérieur en Finlande. La preuve de la valeur du modèle éducatif d'un pays n'est ni le bonheur à court terme de ses enfants, ni les réponses qu'ils sont en mesure d'apporter à des QCM, mais la capacité de ces enfants même, une fois adultes, à assurer la prospérité de leur pays en étant des créateurs de valeur dans tous les domaines et à tous les niveaux. La grande question éducative aujourd'hui, celle qui engage l'avenir intellectuel, économique et social de notre société, pourrait être la suivante. Vivra-t-on demain du tourisme organisé dans le Musée France ou poursuivra-t-on dans la voie passée en faisant encore partie des premières puissances économiques et intellectuelles du monde présent? L'enseignement est notre potentiel de sauvegarde et de développement. C'est l'intelligence et la propriété intellectuelle qu'il permet de développer qui sont nos grandes valeurs et peuvent assurer un avenir à notre modèle social. En revanche, suivant les voies prises, notre système n'a aucun avenir. Je dégagerai 3 priorités pour que l'école se réapproprie sa mission de formation intellectuelle et culturelle, sans prétendre être exhaustive. Premièrement, la formation intellectuelle et culturelle doit être prioritaire sur une pseudo-éducation socio-culturelle. Entendons-nous bien, éducation et formation intellectuelle ne s'opposent pas, mais elles tendent à être opposées par les interprétations non pas participatives, mais niveleuses de la démocratie. Le rapport de la formation intellectuelle et culturelle à l'éducation renvoie maintenant à un débat ancien et pourtant inépuisé. La raison invoquée pour la création des chaires de pédagogie à la fin du XIXe siècle en France était que les professeurs, s'ils connaissaient admirablement l'art d'éveiller les esprits, ignoraient celui de former les caractères. L'influence exercée à ce sujet par les courants dominant les sciences humaines peut être comprise si on la met en perspective historique, si on saisit le rôle joué par la question éducative dans la société moderne avancée. L'un des fondateurs de la sociologie américaine, Edward Ross, notait de manière suggestive en 1901, dans Social Control, que l'école était désormais légataire de la fonction socialisatrice de l'Église. Maintenant que le rôle social du prêtre semble toucher à sa fin, le rôle du maître d'école semble seulement commencer. Des catégories anthropologiques ont envahi à ce sujet le vocabulaire de l'école. La socialisation s'est substituée à l'intégration. La culture commune préparant à mener sa vie dans la société, à la culture générale fondant l'autonomie du jugement par la connaissance. Pour le philosophe John Dewey, une culture conçue comme raffinement interne de l'esprit s'oppose à une disposition socialisée. La dimension morale de l'éducation est ainsi réduite à l'organisation d'une pseudo-démocratie en classe et de pseudo-activités éducatives et participatives. L'éducation morale comme intellectuelle tend à être pensée aujourd'hui sur la base de théories socioculturelles où l'individu et le savoir ne sont plus au centre en réalité, mais les interactions sociales. Les effets de ces conceptions qui nourrissent les idées de nos réformateurs menacent d'être abrutissants. On normalise le citoyen démocratique. Il doit être, d'une manière concrète, tourné vers le monde extérieur, vers les autres. Et l'école meurt, on l'a vu, de la suspicion qui la ronge de privilégier des cultures particulières et de faillir à sa mission éducative générale en se faisant un vecteur majeur de la construction des inégalités sociales. Tant que nous penserons que les inégalités sociales se construisent à l'école et par l'école, tant que nous oublierons le contexte social plus large,
où, quelle que soit l'école, et aussi bonne qu'elle soit, se construisent des différences et des inégalités qui dépassent sa portée, nous affaiblirons sa capacité à jouer son rôle pédagogique véritable au sens large, son rôle de transmission culturelle et de formation intellectuelle, et nous la rendrons plus profondément inégalitaire. La question est de savoir si l'école formera demain uniquement de simples utilisateurs des nouvelles technologies, consommateurs sans esprit critique, professionnels étroits, ou à tout niveau, des êtres humains et des professionnels accomplis, éclairés et responsables. En se détournant de ses finalités premières, l'école s'est engagée sur la première voie, celle des minima transformés en objectifs, tels qu'artificiellement définis par l'actuel socle commun de connaissances et de compétences, sur la voie du baccalauréat donné, de l'abandon de l'effort intellectuel et des apprentissages par les savoirs formels. En témoignent des programmes éducatifs vidés de leur substance et des manuels d'où tout exposé systématique disparaît au profit des images. La voie aussi de la professionnalisation étroite des cursus au détriment de leur intérêt et de leur richesse. La voie enfin du pilotage par les chiffres plutôt que celle de la formation des hommes. Pour répondre à de pseudo-minima éducatifs, l'école abandonne l'objectif d'amener chacun à son potentiel maximum. Un impératif politique est de penser que ce sont les membres d'un pays qui font sa richesse. Dans cette optique, l'école doit être campée sur sa mission intellectuelle et culturelle générale et fédérer autour d'elle les élèves et le corps professoral. Elle doit leur offrir un environnement structuré, centré sur le travail, enthousiasmant pour eux. Un tel recentrement de l'école sur ses fins profondes est son plus grand défi. Deuxièmement, les apprentissages intellectuellement les plus formateurs doivent avoir priorité sur les compétences fonctionnelles supposées plus directement utiles. Les idées d'apprentissage par l'expérience en situation, aujourd'hui mobilisées, s'appuient sur une psychologie dérivée du darwinisme. Le développement intellectuel est supposé s'inscrire dans la continuité du développement biologique. Cette voie est empruntée par une majorité des courants qui se disent modernes en éducation. Suivant l'inspiration adaptative de ces courants, l'éducation intellectuelle doit reposer sur l'activité propre de l'individu, mise en situation de réagir à des problèmes pour atteindre les fins pratiques qu'il poursuit. Dans cette perspective, les savoirs auraient avant tout un rôle fonctionnel. Et c'est à travers ce rôle qu'ils susciteraient l'intérêt des élèves. Pour cela, il s'agit donc de leur faire apprendre en faisant, learning by doing. L'accent est mis sur les processus, sur les modes de fonctionnement, plutôt que sur les savoirs eux-mêmes. Ce qui est cohérent avec la substitution de l'éducation à la formation intellectuelle. L'apprentissage est en effet conçu comme une éducation de l'intellect, d'où l'idée qui domine d'apprendre à apprendre, et qui fait écho à Rousseau, se targuant de ne pas chercher à enseigner la science, mais à former l'instrument propre à l'acquérir. La tendance aujourd'hui est de valoriser des formes d'apprentissage fondées sur l'interaction. Les solutions aux problèmes posés doivent émerger des discussions de groupe. Le savoir lui-même, quel qu'il soit, est confondu avec l'information. L'élève, dit-on, doit apprendre à structurer l'information. Son attitude est tenue pour plus importante que les connaissances factuelles qu'il pourrait engranger. L'enseignant ne doit plus être un transmetteur d'informations. Le savoir n'a pas à être maîtrisé, il doit seulement pouvoir être mobilisé pour la résolution de problèmes. D'où aussi l'importance accordée aujourd'hui à l'idée de compétence, qui évoque des savoirs mis en acte, de manière parfois réductrice, des savoir-faire. À travers l'idée de compétence, l'esprit est vu comme un activateur de programmes ou de chaînes d'action plus ou moins généraux qui apportent des solutions méthodiques
à des situations particulières. En conséquence de ces interprétations adaptatives de la connaissance, il semble impossible de développer des compétences ou encore de programmer des chaînes de pensée directement par transmission. Les chaînes se construisent au gré d'un entraînement d'expériences renouvelées. D'où aussi l'idée que la transmission engendre la passivité. Les élèves doivent être confrontés à des situations concrètes d'emblée complexes. Les problèmes et non les explications de l'enseignant étant supposés présider au développement intellectuel. D'où une justification des enseignements pratiques interdisciplinaires et la diminution drastique des horaires consacrés aux disciplines dans les nouveaux programmes du collège. Toutes ces évolutions, y compris, on l'a vu, celles qui donnent la priorité à l'éducation sur la formation intellectuelle et culturelle, s'enracinent dans l'idée d'une continuité entre l'esprit et la nature. Elles offrent au final une idée fonctionnelle de l'apprentissage qui désenchante l'école. Une alternative moderne très peu comprise a été développée notamment par le célèbre psychologue russe Lev Vygotsky. Suivant cette alternative, et contrairement aux hypothèses adaptatives, les capacités du raisonnement humain dépendent de la maîtrise de savoirs systématiques ou théoriques. Les savoirs systématiques sont constitués de composants qui tirent leur signification de leurs relations mutuelles. Ce sont des intermédiaires abstraits, des outils de généralisation et de structuration de la pensée. Cette voie de la psychologie part du principe que le développement humain a rompu avec la nature dès lors que les hommes ont développé des facultés récursives, faculté de transmettre des idées décorrélées des situations concrètes, de les imbriquer dans les esprits, de penser des pensées. Elle considère donc qu'il n'y a non pas continuité entre nature et esprit, mais deux voies de la connaissance qui interagissent dans le développement humain, une voie logique, théorique ou encore inférentielle et une voie empirique concrète. Suivant ces vues, la tête bien faite dépend avant tout non pas des habitudes de résolution de problèmes en situation, mais de l'intériorisation intelligente des savoirs systématiques par les individus. Ce qui compte, c'est la compréhension de ces savoirs en tant que système cohérent et celle des liens qu'entretiennent ces systèmes avec le monde. Ce ne sont pas de simples contenus de pensée, de simples bribes d'informations. Ils jouent un rôle logique, structurant dans la pensée. Ils fondent les capacités réflexives profondes des individus. Il existerait donc non pas une continuité entre nature et esprit, mais une harmonie logique entre savoir et pensée. Cette différence est fondamentale, car son incidence sur le rôle de l'école et la conception des curricula d'enseignement est immense. Au lieu de se fonder sur des activités concrètes et aller à l'égard du complexe concret vers le simple, abstrait, l'apprentissage intellectuel doit aller du simple, élémentaire, vers le complexe. Il doit permettre une intériorisation ou encore une reconstruction du savoir au cours de laquelle ce dernier n'est ni un simple contenu à apprendre, ni un outil pour agir, mais un support de signification, un outil intellectuel dynamique. Parce qu'il se développe sur la base de la construction d'un maillage de concepts, les savoirs organisés, systématiques, appellent naturellement des explications verbales, un enseignement explicite. Et parce que cet enseignement est explicite, il doit être élémentarisé et développé progressivement pour s'appuyer sur les acquis des élèves et rester à leur portée. Ce que nous apprend tout particulièrement la psychologie de Vygotsky, malheureusement dévoyée par la littérature contemporaine en psychologie éducative, qui inspire justement les réformes, c'est que le processus d'apprentissage scolaire est voué spécifiquement au développement des savoirs systématiques ou théoriques et que ces savoirs engagent une augmentation du potentiel d'apprentissage et de compréhension.
la compréhension rationnelle élémentaire en appelle à ce que l'on peut nommer la grammaire d'une discipline. A contrario, l'absence de cette grammaire sous-tend les apprentissages mécaniques, non seulement peu efficaces et sans valeur développementale, mais source d'échec. Ici, on s'oppose, l'enseignement systématique est supposé prendre le relais, en quelque sorte, de l'enseignement spontané, de l'apprentissage spontané. Donc il n'y a pas une opposition, bien sûr, entre les deux types d'apprentissage, mais un nécessaire relais pris par l'école pour développer les facultés supérieures de pensée, qui sont des facultés qui s'appuient sur des outils de pensée médiateurs. On voit que selon le parti pris psychologique, ce qui est actif et développemental est inversé. On peut craindre, par exemple, que certaines propositions individuelles en mathématiques ne puissent jamais être réellement comprises, à moins que certaines idées clés des mathématiques comme structure soient elles-mêmes comprises. Cet apprentissage de la grammaire d'une discipline, comme l'évoquait dans les années 60 un philosophe de l'éducation américain, Paul Hurst, ne peut être réalisé de manière adéquate que si l'enseignement dans son ensemble la respecte implicitement, ce qui a des conséquences importantes sur la qualité académique du corps professoral. Troisièmement, les réalisations individuelles doivent avoir priorité sur les solutions massifiantes. Un défi de l'école est de donner à chacun, indépendamment de son milieu d'origine, les plus grandes opportunités de réalisation, autrement dit, les plus grandes chances dans la vie. Une approche intéressante à cet égard est celle des capacités développée par le prix Nobel d'économie Amartya Sen. La notion de capacité renvoie aux possibilités concrètes que les individus ont de s'accomplir ou encore de mener une vie digne d'être vécue. La notion de capacité s'intéresse à leur qualité en tant qu'acteurs de leur vie, autrement dit aux valeurs, au type de vie et à la réalisation des objectifs qu'ils ont des raisons de valoriser. Elle invite à repenser les finalités des politiques menées en s'intéressant aux aspirations et aux priorités personnelles des individus. En matière d'éducation formelle, la justice sous l'angle des capacités s'intéresse aux chances données aux individus, non pas d'accéder aux statuts sociaux les plus élevés, ce qui n'a de sens que statistique, mais de développer les potentiels et d'accéder au niveau d'éducation leur permettant de mener la vie qui est à leur portée et qu'ils choisiraient de vivre. Cela exige, en premier lieu, une réussite des premiers apprentissages à laquelle on ne peut surseoir sans mettre en péril les devenirs scolaires. En second lieu, l'offre éducative doit être rendue plus flexible, sans pour autant être à la carte. Et sur la base de programmes centralisés, bien sûr, cette condition est très importante, comme on l'a évoqué précédemment. Elle doit offrir de vraies possibilités d'approfondissement et d'enrichissement, sans que soient dévalorisées à cet égard les vocations professionnelles et techniques. Contre tout soupçon d'individualisme, je dirais qu'un des rôles de l'école est d'œuvrer pour que l'ambition qu'elle insuffle aux élèves soit subordonnée à une éthique sociale. Ce n'est justement pas en les persuadant, comme on tend à le faire en éludant les buts premiers de l'enseignement, que leur valeur est définie par leur employabilité ou que tout se résume à la place occupée dans le système de stratification sociale. Comme le disait sur ces sujets le philosophe Alfred Fouillé au XIXe siècle, « Si vous voulez qu'une montre marche, ne commencez pas à en briser le ressort. » Or, le grand ressort, ici, n'est pas le calcul utilitaire, c'est le besoin de savoir, de connaître, c'est l'amour de la vérité pour elle-même, ce souci de vérité dont parle le mathématicien Laurent Lafort. C'est par cette curiosité, cette passion que l'enseignement aura su faire naître, que peut se développer chez l'élève un idéal
susceptibles d'être mis au service du bien commun. L'école, pour créer une société humainement prospère, doit subordonner ses finalités éducatives à un libéralisme de l'esprit. En résumé, pour que notre système éducatif se recentre sur sa mission première, pour qu'il satisfasse les impératifs d'ambition pour notre société et pour chacun de ces individus, il faut inverser les priorités définies par nos réformateurs. La formation intellectuelle et culturelle doit être prioritaire sur l'éducation socio-culturelle. Les apprentissages intellectuellement les plus formateurs doivent avoir priorité sur les compétences fonctionnelles supposées plus directement utiles. Et les réalisations individuelles doivent avoir priorité sur les solutions massifiantes.